Pour avoir l'argent. Somme. Oui. Entre le football et l'école, je préfère le football. Parce que c'est plus riche que l'école. Et puis, c'est ce que je préfère. Longtemps considéré comme une terre d'émigration, le Mali connaît aujourd'hui une forme d'exil liée au sport, plus précisément le football. De plus en plus de jeunes footballeurs maliens sont tentés d'aller monnayer leur talent en Europe. Et ce phénomène a pris de l'ampleur depuis l'organisation de la CAN 2002 au Mali. Bienvenue à Bamako, berceau du football africain, terre du premier ballon d'or d'Afrique. Bienvenue au pays de la Panthère Noire, Salif Keita alias Domingo. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est l'ex-colonie du Soudan français. Aujourd'hui en crise, il a longtemps été considéré comme un exemple de démocratie de par sa stabilité politique et son expansion économique. Malgré ce statut de pays émergent, le Mali reste un des pays les plus pauvres au monde aux yeux des observateurs. En effet, plus de la moitié de la population vit avec moins de 1 euro par jour, soit 600 francs CFA. La couche la plus touchée par cette crise est la jeunesse malienne. Une jeunesse débrouillarde, mais qui peine à trouver sa place au sein d'une société de plus en plus matérialiste. Bon nombre de jeunes se réfugient dans le sport comme passe-temps, et beaucoup d'entre eux y voient leur avenir. Pour comprendre les raisons de ce nouveau phénomène, nous sommes partis à la rencontre des acteurs du football malien. Et c'est tout naturellement auprès de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali que débute notre enquête. Ce jour-là, sur le terrain, surprise. Nous remarquons la présence d'un ancien Premier ministre, aujourd'hui l'un des hommes politiques les plus populaires au Mali. Pour lui, le phénomène n'est absolument pas nouveau. Le phénomène est effectivement très préoccupant, consistant en ces jeunes qui par dizaines, centaines traversent les océans, attirés par l'appât d'une carrière qui puisse leur apporter de l'argent, mais aussi tombant très facilement dans le piège de gens que j'appelais de vrais requins, qui les exploitent, qui les trompent, qui les induisent en erreur. Il faut évidemment tout un ensemble de mesures. D'abord dans les pays de départ, tels que le Mali et d'autres pays africains, qui est un bon encadrement de la part de la fédération, du ministère des Sports et également des écoles de foot, qui est une campagne d'information pour sensibiliser ces jeunes-là sur ce qui les attend et surtout sur ces requins. Il y a ces agents plus ou moins officieux ou mafieux qui sont là, qui pullulent dans le milieu sportif et qui exploitent en fait, disons, l'innocence, la naïveté de certains de ces jeunes. Et nous, pendant la transition, nous avions la chance d'avoir comme ministre des Sports un praticien de football, en l'occurrence Mamadou Fani, qui a eu une carrière, je dirais, semi-professionnelle en France,
qui connaît bien le milieu, aussi bien le pays de départ que des pays d'accueil tels que la France, l'Italie et l'Angleterre. Bon, ces phénomènes d'exode des jeunes footballeurs africains, même des grands parfois, vous savez, ce monde est devenu difficile. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a plus d'intérêt en jeu, d'intérêt économique, et les gens viennent pas tellement pour le football lui-même que pour des intérêts, j'allais dire, bassement matériels. À mon avis, il y a la part d'organisation, mais l'introduction énorme du matériel, de l'argent, je vais dire. Et c'est ça qu'on déplore pour la plupart, nous autres, dirigeants mais observateurs de ces phénomènes, c'est que les enfants sont parfois pris et ils sont baladés comme du bétail. Ça, c'est dommage. Mon avis là-dessus, c'est qu'il faut réglementer cela. Je pense qu'il y a même la réglementation, mais cela fait défaut dans nos pays d'Afrique parce qu'en Europe, ce n'est pas possible. Compte tenu de la gravité du problème, plusieurs personnalités ont répondu à notre demande, à commencer par un ancien international malien, Idrissa Kanté, alias Gorgui. C'est un peu partout maintenant, parce que dès qu'un gosse commence à taper dans le ballon, les parents se disent « Ah, celui-là, il faut avoir de l'argent. » Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher l'argent. Souvent, nous avons souvent énormément de problèmes avec certains parents, tout en leur disant qu'il n'est pas encore temps, il faut faire attention, il est trop jeune, mais les parents sont là. Même dans les clubs, dès qu'il y a un pour parler, les parents même s'imposent. Parce que les gens pensent que là-bas, c'est l'île dorée. On va aller prendre des milliards là-bas. C'est vraiment dommage. Tout le monde n'est pas sédou. Parce qu'il y a aussi le facteur chance. Tout le monde n'est pas sédou, tout le monde n'est pas gila. Alors, ces jeunes qui ont eu la chance, aujourd'hui, de concéder des milliards, chacun voudrait aller aussi tenter sa chance. Et je dis que c'est là où maintenant le bas blesse. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Bon, là, on ne peut rien parce que le pays est pauvre. Les enfants, maintenant, ils aiment le football. Et ensuite, il n'y a pas de travail dans le pays. Ces enfants, ils sont à l'école. D'abord, l'école même. Mais on est sur une seule pied. C'est-à-dire, vraiment, c'est un clopin-clopin. Bon, en voyant tout ça, l'enfant est tenté d'aller en exode. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, ton fils est ami à un footballeur, les deux évoluent dans un même club, il part, la maman ou le papa va tout faire, va tout mettre en œuvre pour que son enfant aussi aille là-bas. Aujourd'hui, les parents eux-mêmes veulent que les enfants aillent en Europe. Et ça, c'est un premier problème. Il y a les recruteurs, eux aussi à leur niveau, ils ne sont pas organisés. Ils disent qu'ils ont falsifié tous les papiers en disant c'est la FIFA, c'est la CAF, ceci et cela. Et ils viennent vraiment embrouiller la population et puis surtout dans la famille, les enfants. Ils leur promettent des choses que vraiment ça n'a rien à voir avec le football. Et ça, c'est d'énormes problèmes pour ceux qui dirigent les clubs parce qu'il y a une sorte de confrontation entre les intérêts. Les intérêts de la famille qui est extrêmement pauvre et qui veut tout de suite quelque chose et le club et le dirigeant qui veulent mener à bien la carrière de ces petits. J'ai un exemple, on avait un jeune, il était pressé, on l'a baladé, je pense qu'il traîne quelque part au Soudan. On l'a baladé au Ghana, un peu partout. Nous avions voulu attendre qu'il mûrisse, mais ils l'ont fait partir. Mais un agent, vous allez demander maintenant dans le football malien, je pense que c'est valable pour toute l'Afrique, tous les joueurs ont des agents. Et quel agent? Voilà la question. Les facteurs en cause dans ce phénomène d'exode sont la précarité, les familles et surtout la malhonnêteté de certains agents qui vendent du rêve aux enfants. Le Djoliba Athletic Club de Bamako, un club mythique, le plus populaire et le plus structuré de la capitale malienne. Ici, beaucoup de joueurs évoluant dans les championnats français ont été formés. En présence de l'ancien international Sékou Fatamadi Diarra, figure emblématique du club,
nous pouvons approcher les dirigeants et les interroger sur cette problématique. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Le Djoliba, ce n'est pas pour nous vanter, nous sommes les seuls peut-être à pouvoir donner le minimum vital à un joueur au Mali. Ça, je le dis sans détour. Ce que nous nous donnons, ça ne suffit pas. La carrière d'un footballeur, ça s'arrête au bout de quelques années. Si vous êtes fils de pauvre, vous êtes obligé de chercher à vous enrichir avant que vous finissiez votre carrière. Bon, moi souvent je vois des joueurs qui ne sont pas bien préparés. Ils sont pas bien préparés. Je vois ces agents de joueurs que notre football regorge maintenant, ils sont à tous les niveaux. Alors on ne fait même pas fi de l'intérêt du club. Tout le monde pense à sa poche. Je vois au Djoliba un bon joueur, même pas un bon joueur, je vois au Djoliba un joueur qui a un certain lien de parenté avec quelqu'un que je connais. Donc je le prends, je m'en vais le vendre, je prends ma commission. Bon, le joueur, même sur le plan national, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Bon, tu n'es pas bien formé chez toi et quand tu vas en France ou n'importe où, tu récoltes ce que tu as semé. Bon, moi j'ai toujours dit même aux jeunes du Djoliba, j'ai dit, je ne m'oppose pas à ce que vous partiez, mais faites-le par la voie normale. Si vous sortez par les méthodes normales, c'est-à-dire par la voie normale, vous avez toutes les chances même d'avoir un club et d'être coté. Mais si vous partez par la voie sauvage, tous ces gens qui viennent vous mentir, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, vous allez voir, vous rentrez dans Internet, vous voyez que les joueurs sont pratiquement sur Internet, avec des prix et des montants même. C'est extraordinaire. Et on le voit. Donc à ce rythme, vraiment c'est ce que j'appelle l'exode sauvage. Et c'est très mauvais pour notre football, c'est trop mauvais pour nos jeunes. Donc je ne peux dire aux jeunes de faire beaucoup attention. C'est très bien d'aller s'exprimer à l'extérieur, mais il faut partir par les moyens normaux. Aujourd'hui, bon nombre de joueurs formés dans ce centre font la fierté du football malien. Entre autres, Adama Koulibaly de la J Auxerre, Adama Tamboura du FC Metz ou encore Sidi Keita, le joueur de tempérament du FC Lens. Avant de quitter le centre Herema Kono de Djoliba, un supporter nous confirme la présence de ce dernier à Bamako. Il s'entraînerait même avec ses camarades d'enfance. Aussitôt, nous décidons de nous rendre sur place. Bolibana, un des quartiers populaires de Bamako. À notre arrivée, nous sommes témoins d'une drôle de scène. Une benne squattée en plein milieu de l'aire de jeu, ce qui n'est pas du tout du goût des organisateurs, en premier lieu l'international malien du Racing Club de Lens, Sidi Yaya Keita. À la mi-temps, impossible pour nous de partir sans lui poser quelques questions sur sa présence ici. Mon contrat au RC Lens s'est terminé cette saison. Pour l'instant, je suis dans l'attente. Des clubs m'ont fait des propositions, mais je ne veux pas y aller trop vite, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, car en quittant Strasbourg pour Lens, c'était un choix imposé. Financièrement, il y a beaucoup d'équipes qui n'arrivent pas à me faire une offre convenable, mais dès que la situation se régularise, je partirai. D'habitude, ce camion n'est pas là. Mais malheureusement, tous les enfants commencent dans ces conditions. Mais il ne faut pas perdre espoir. Ceux-ci sont mes amis. Nous n'avons pas la chance d'aller dans un centre de formation. Nous apprenons à jouer dans ces conditions. S'ils veulent partir, qu'ils continuent à travailler. Du courage, il en faut. Choqués par les images, nous laissons Sidi Yaya et ses amis continuer leur partie. Une question nous interpelle, celle de la politique infrastructurelle et matérielle sportive au Mali. La jeunesse malienne manque-t-elle d'espace de jeu? Les clubs bénéficient-ils de l'aide des autorités? Pour en avoir le cœur net, le lendemain, avec l'accord du promoteur d'un centre de formation Africa Foot,
Nous visitons le centre. Sur ce même terrain s'entraîne également l'un des clubs phares de Bamako. Il s'agit du club olympique de Bamako, le COB. Un terrain non gazonné, des conditions d'entraînement approximatives, de nombreux ballons en fin de vie, aux grandes dames de l'éducateur. Bon, le rêve des jeunes, c'est d'être professionnel et jouer avec l'équipe nationale du pays. Ça, c'est le vrai problème. D'abord, nos équipes, ce n'est pas des équipes professionnelles, c'est des équipes amateurs. Ça, c'est le problème familial aussi, il y a ça. Par exemple, chez nous, il y a des gosses que le président même paie, leurs cotisations, frais de cotisation et leurs instructions dans les écoles. Quand ils sont blessés, c'est le président qui s'occupe souvent des situations comme ça. De faire que quand une famille a ça, les jeunes, ils veulent tous partir. Mais on est obligé de leur mettre quelque chose sur place pour qu'ils puissent, pour leur faire garder un peu. Bon, il y a certains travaux qu'on ne peut pas faire. On est obligé de nous limiter à certains niveaux. Il y a des niveaux, on ne peut pas atteindre ça. C'est à cause de ça qu'on dit que c'est au niveau du professionnalisme qu'on va atteindre. Mais chez nous, au niveau de l'Africa Foot, les petits moyens qu'on a, on est en train de mettre en place pour que l'équipe puisse progresser rapidement. Un peu plus tard, nous trouvons le promoteur du centre Africa Foot, opérateur économique. À ce jour, il est aussi membre fondateur de l'association des centres et écoles de foot au Mali. Il dénonce un manque de soutien des autorités maliennes en charge du football. Dans mon pays, quand même, il faut reconnaître que nous ne sommes pas du tout aidés par les autorités. On n'est pas du tout. On le fait par plaisir parce que ça nous plaît. On a créé notre association. On n'est pas aidé par les structures, dès que ce soit l'État, que ce soit la fédération, que ce soit la Ligue. Non, on a écrit, on a tout fait. Parce que les jeunes, tant que tu n'es pas affilié à la fédération, tu ne peux pas avoir une licence pour les centres de formation. Or, les centres de formation, depuis pupille, il faut que l'enfant ait sa licence pour pouvoir jouer, c'est un passeport pour lui. Ça le suit. Tout ce qu'on fait là pour diminuer les âges ou bien augmenter les âges, ça va éviter tout ça. Donc depuis le bas âge, il a une licence qui le suit, c'est son passeport qu'on ne peut plus changer. Donc nous, on a essayé de démontrer ça, de s'occuper du football à la base, de nous aider, de nous reconnaître, de mettre dans les statuts. On m'a dit aujourd'hui, il n'y a pas de formation solide parce qu'il n'y a pas de championnat au niveau national de football des jeunes. Même dans le district de Bamako, je le dis parce que c'est moi qui l'ai fait. Ça fait une dizaine d'années que je finance le championnat de cadets et juniors dans le district de Bamako, avec la Ligue de Bamako. C'est tout. C'est le seul championnat que les enfants ont depuis 10 ans, sinon ils n'en ont pas. Bon, ensuite on dit le Mali, ça ne joue pas, ça ne marche pas, on est éliminé, c'est normal. C'est le reflet même de la politique du sport. C'est le reflet de la politique du gouvernement. Autrement dit, mais je vous dis un exemple. La Coupe ATT, les enfants, tous les enfants du pays ont participé. Même dans les confins, dans les coins les plus reculés, les coins et les recoins, ils ont tous participé. Mais en définitive, c'est quoi? Ça sort quoi? Ça ne sort de rien. On n'a rien vu. On n'a jamais dit la Coupe ATT a joué 5 ans, 10 ans et on a pu avoir sélectionné 10 gosses de ce genre-là et on les met et on le suit. On n'a jamais vu. Donc c'est pour vous dire, ce Coupe ATT-là, tu as des gosses de 12 ans qui jouent contre les gosses de 20 ans. Il y a des 20 ans. De l'autre côté, il y a 15 ans ici. En quinconce, ça ne peut pas progresser. Il y a des âges. Il faut trier. J'ai été voir Youssouf à Angers au mois d'avril. Mais j'avoue que quand il m'a amené visiter les infrastructures
dans cette ville, mais j'ai eu l'impression, j'avais comme l'impression de diminuer mon âge encore pour avoir ma jeunesse et prouver encore que le football, c'est les infrastructures. Parce que vous avez vu également, l'autre jour, on a été voir un petit match à côté, non loin de chez moi. Vous avez vu avec quelle peine, mais avec quel enthousiasme, quel courage les jeunes Maliens ils aiment le football. Soit il y en a qui le font à pieds nus, souvent il y en a qui le font avec des chaussures non adaptées. Et vraiment, moi je vous dis, en France et dans les pays européens, il y a vraiment de quoi rêver faire un bel avenir. Voilà. Afin de mieux illustrer ce phénomène d'exode, nous suivons un jeune candidat. Nous l'appelons Isma. À 18 ans, Isma ambitionne de regagner la France afin d'accomplir son rêve le plus cher, devenir footballeur professionnel. Voici Isma en plein préparatif à quelques heures d'un derby de quartier. Ici, il est considéré comme une star locale, un garçon pétri de talent dont l'avenir passe forcément par le foot. D'ailleurs, au cours du match, remporté par Isma et son équipe, nous pouvons mesurer ses qualités techniques. Mais sont-elles suffisantes pour faire carrière en Europe? Le lendemain du match, nous retrouvons Isma entouré par sa famille, en pleine réflexion sur son prochain départ. Nous en profitons pour recueillir le sentiment des uns et des autres sur ce projet, à commencer par l'intéressé lui-même. Bon, ma mère, elle m'encourage, mais même si elle ne me le montre pas, elle ne veut pas que j'aille plus du côté foot. Elle veut que ça marche d'un côté ou de l'autre. Mais jamais elle me dit joue au foot, c'est ça qui est bien. Mais voilà, je sais, si je réussis, elle va bien aimer ça. Mais elle ne veut pas que j'aille plus côté foot. Si je ne réussis pas, ce serait un peu du gaspillage. Qu'il étudie, c'est mon souhait. Mais si sa réussite dépend du football, alors je l'encourage. Il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'école, mais grâce au foot, elles sont devenues milliardaires. Chacun son destin. L'homme propose, Dieu dispose. Prions que le bon Dieu lui préserve un bon avenir, c'est tout. Je pense qu'il doit aller en France pour évoluer, parce que c'est son rêve et on doit l'encourager. Puis voilà. Bien sûr, moi-même j'ai fait mes études en France. Quand j'ai débarqué en 1977 pour mes études, mon père il avait les moyens, mais j'étais seule. Je me suis débrouillée parce que moi, ma maman n'était pas là, mon père n'était pas là. Moi, je suis descendue là-bas et mon père m'a appelé son ami pour aller me chercher à l'aéroport. Et puis, il est parti me laisser dans un foyer des jeunes travailleurs. Je suis restée là-bas, j'ai fait mes études. Je n'ai pas eu de problème. Ici, visiblement, le départ d'Isma vers la France ne fait plus aucun doute. Mais ont-ils réellement une idée sur les difficultés hexagonales? En tout cas, là, il n'y a rien. Les réponses tardent à venir. Ouais. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais pour réussir, il faut souffrir. Donc, arriver en France, ça sera dur, mais il réussira, Inch'Allah. Je ne sais pas quel est le pourcentage de ces jeunes-là qui réussissent, mais vous savez aussi, hein, on peut mettre tout cela dans le contexte global de la misère qui persiste dans nos pays africains. Vous voyez, là, c'est des footballeurs en herbe hein, qui voient les Drogba, les Samuel Eto'o à la télé, qui entendent parler de contrats mirobolants, de millions d'euros gagnés par-ci par-là, et que se disent, mais c'est la chance ou jamais de tenter de l'aventure. Mais pour 1000 qui vont à l'aventure, combien réussissent? Vous savez, la télé, c'est un monde aussi à part. En Europe, on fait la télé en fonction de la culture européenne, en fonction des sociétés européennes.
Et nous, Africains, nous devons comprendre cela. Faire la télé à l'image de nos sociétés, à l'image de nos cultures, de nos valeurs. C'est un aspect extrêmement important dans ces cas de figure. Vous verrez qu'aujourd'hui en Europe, les chaînes vont se permettre de faire les portraits des footballeurs qui brillent aujourd'hui, à l'image de Messi, Cristiano Ronaldo ou autres. Donc les jeunes Africains avec les décodeurs, les antennes paraboliques qui voient ces images, veulent marcher sur les traces de ces grands footballeurs. Et ça aussi, c'est l'effet des médias. C'est parce que ce sont les télés qui ont montré ces belles réalisations de Samuel Eto'o à Douala ou de Didier Drogba à Abidjan, de Michael Essien à Accra, d'Adebayor à Lomé, ou encore de Seydou Keita, Frédéric Kanouté ou Djila à Bamako, ce qui excite aujourd'hui les jeunes à aller en Europe pour taper dans le ballon, avoir aussi un lendemain meilleur. Avant de quitter la terre malienne, nous jugeons utile d'avoir l'avis des autorités en charge du football malien, la FEMAFoot, en clair, la Fédération malienne de football. Selon eux, ce phénomène est un véritable casse-tête. Oui, ce phénomène, effectivement, constitue un casse-tête pour la Fédération malienne de football, parce que nous sommes confrontés à un problème. Le football aujourd'hui est un vecteur d'image. Vecteur d'image qui est pour moi synonyme de richesse. Richesse sur le plan matériel, richesse sur le plan développement de la jeunesse et richesse par rapport au pays qui gagne en crédibilité. Pour revenir au Mali, l'exode des jeunes, comme je l'ai dit tantôt, est un casse-tête. Un casse-tête dans la mesure où il est difficile dans un pays en voie de développement de retenir des enfants qui sont approchés par-ci, par-là par des agents de joueurs qui leur fait miroiter le paradis en Europe. Ils trompent leur conscience, ils trompent la conscience des parents. Ils partent souvent avec ces jeunes pour en faire une marchandise. Se promener de marché en marché, de Barbès jusqu'à Montpellier, pour dire voilà un jeune qui va faire le bonheur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à placer ses enfants, après ça devient un problème énorme, même pour retourner chez eux. Donc nous combattons vigoureusement cette situation. Donc j'avoue que, comme il l'a dit, on ne peut pas les empêcher de partir. Nous ne sommes même pas un pays émergent, nous sommes un pays pauvre, il faut le dire. Donc pour un enfant qui a le talent, qui ne parvient pas à manger 3 fois par jour, mais qui sait s'exprimer sur le terrain de football, il voit un expatrié qui vient lui dire « Viens, je t'amène ». Ici, il ne gagne même pas 200 000 francs CFA. Ça fait moins de 300 €, 200 000. Alors, on va lui faire croire que quand il va avoir des millions, il va aller. J'avoue que des gardes sont en train d'être mis. La FIFA, et en collaboration avec les fédérations nationales, en font beaucoup, mais ça ne freine pas l'hémorragie. Si aujourd'hui la pauvreté, le matérialisme, l'ignorance de la famille ou encore les médias sont à l'origine de ce nouveau mode migratoire, selon une étude, seulement 1% des jeunes aventuriers arrivent à réaliser leurs rêves, intégrer un club professionnel. Changement de climat, changement de température, Paris. Loin de Bamako, la capitale malienne, nous sommes ici à Fleury-Mérogis, en présence d'une équipe de banlieue parisienne qui évolue dans le championnat de France amateur. Dans le vestiaire, nous trouvons Jean-Patrick, entraîneur des jeunes du club, un éducateur passionné par son métier. Ce jour-là, justement, entouré de ses assistants, il tente de résoudre le cas de 2 jeunes joueurs, dont un Sénégalais et un Malien.
2 jeunes, arrivés depuis un petit moment dans le club, mais leur situation administrative pose problème. D'après Jean-Patrick, la situation serait récurrente en région parisienne. Je vais prendre un exemple. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais entraîneur à Bretigny et j'avais un ami. Son fils est devenu footballeur professionnel à l'AS Nancy-Lorraine. Ce monsieur, le papa de ce joueur, a eu le président de son club, qui est un très bon club de la région parisienne, et qui lui a donné des billets d'avion pour aller chercher des joueurs en Afrique. Avec les profils. Je veux ça, ça, ça. Et il est parti, mon ami, il est parti chercher des joueurs. Les joueurs, je les ai vus après. Ils ont joué contre moi, je les ai vus. Et voilà, ça c'est pas possible. D'ailleurs, cette personne qui était mon ami, depuis n'est plus mon ami. Et son fils a été footballeur professionnel. Mais je ne peux pas le cautionner. Donc ça veut dire qu'en région parisienne, voilà, le football fait qu'il y a une notion de résultat, il y a des objectifs de montée, des objectifs de maintien, qui fait qu'il faut, entre guillemets, des hommes noirs. La particularité de l'homme noir, c'est qu'il est puissant, il est rapide et il est physique. Il n'y a aucune forme de racisme dans ce que je dis. Non. Quand je dis très peu, il y a 0,5% de blacks à la natation. Parce que les muscles qui sont travaillés ne sont pas les mêmes. La natation, ce sont des fibres lents. Le football, ce sont des fibres rapides. La vitesse, la puissance et compagnie. Donc, nous l'avons, c'est génétique, nous avons cette caractéristique. Donc, on va chercher des blacks. Donc, c'est pour ça que les clubs professionnels vont chercher des blacks. Justement, afin de démontrer les difficultés que traversent les jeunes footballeurs africains en France, et afin d'appuyer les arguments de Jean-Patrick, nous décidons d'aller à la rencontre de certains d'entre eux au parcours différent. Nous commençons par la Sarthe, pour trouver Draman Koulibaly. Il fut l'un des tout premiers jeunes internationaux maliens à évoluer avec l'Olympique de Marseille et à passer par Laval, Nîmes, Guignon, Tours. À son actif, plusieurs compétitions internationales avec le Mali. Le football français n'a plus aucun secret pour lui. Bordeaux est scindé en 2 parties. Ensuite, à Bordeaux, nous allons rendre visite à Cheikh Soumaré, jeune retraité selon ses propres termes, qui après avoir sillonné les 4 coins de l'Hexagone à la recherche d'un club, s'est résolu à faire une croix sur le football et à se reconvertir en véritable conducteur de tramway. Une profession loin, très loin de ses ambitions d'exilé. Pour finir, nous retournons à Paris-Vincennes chez Boubacar Keïta, élu par ses pairs comme l'un des meilleurs portiers dans le mondial des jeunes en 1999 à Lagos, derrière Iker Casillas du Real Madrid. Il a connu plusieurs sélections avec l'équipe nationale du Mali. Pisté par quelques clubs français, c'est à Valenciennes qu'il découvre le championnat français, puis à Ouaskal, avant que des problèmes administratifs et des blessures récurrentes ne l'éloignent du terrain. Je suis issu du centre de formation de Salif, donc j'ai été formé là-bas. À savoir que la chance qu'on avait comparé aux autres jeunes joueurs qui évoluaient toujours au Mali et dans des clubs, c'est que nous, d'une part, il y avait plus d'appui sur les fonctionnements d'ici, parce qu'il y avait aussi une sorte de jumelage entre l'OM et puis le centre de formation. Puisque Salif, il est déjà passé par l'OM et tout au Saint-Etienne. Donc, ils ont demandé à ce qu'il envoie 2 de ses meilleurs joueurs. Donc, ils nous ont choisi, nous, Sédou et moi. Donc, on est parti à l'OM comme ça, au centre. Voilà. La motivation, elle est simple. J'ai connu presque toutes les sélections. J'avais envie de progresser. J'avais envie de gagner ma vie, être un professionnel. Et pour avoir ça, je ne pouvais pas rester au Mali. Pas en Afrique. Il fallait que je vienne en Europe. Et avant de venir en Europe, je suis parti aux States. J'ai vu que là-bas, je ne pouvais pas gagner ma vie comme je le voulais. Et donc, je suis venu ici, c'était pour gagner ma vie, pour avoir ce que tout footballeur professionnel rêve d'avoir. Une belle vie, de l'argent. Et mettre mes parents dans des bonnes conditions.
puis voilà. Ouais. C'est vrai que moi, au moment où je quittais le Mali, j'étais vraiment bien au Djoliba. J'étais même premier capitaine, vice-capitaine à mon époque. Je jouais titulaire, c'est indiscutable. Mais c'est vrai que quand tu vois des jeunes aussi qui venaient tous les vacances avec des belles voitures, des beaux habits, on est un peu tenté par... Alors que dans la vie, chacun a sa chance. Et que moi, franchement, je pouvais être dans la voie légale comme tous les joueurs qui ont eu la chance d'être pro ici en France ou dans d'autres pays. Bon, malheureusement, j'ai réfléchi aussi dans une situation. Moi, j'avais mal au genou. Bon, le club n'était pas 100% au courant parce que ma blessure, je l'ai contactée en dehors du club. Quand je suis venu en vacances en France et que j'ai vu que j'ai l'opportunité de me soigner, déjà